Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvais virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, wow, wow. Ouais, Wow, 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 wow. ouais, wow, ouais, wow, wow, wow. Ouais, Wow, wow, ouais, wow, wow, wow. ouais, wow, ouais, ouais. Et quand je pense à culture bushinengue, par exemple, à l'Artembe, j'aime toujours cette image des entrelacs. Voilà, il est passé par ici, il repassera par là, avec un effet de profondeur, un effet également de couleur, un mélange. La Guyane, c'est ce kaléidoscope. Et Rhizome. la Guyane, Rhizome. ah oui, peut-être. rhizome aussi, comme dirait notre ami Feu Édouard Glissant. Voilà. Et on va puiser dans toutes ces ramifications, bien la richesse, la substantifique moelle, la sève également. Et je suis heureux d'accueillir ce soir sur ce plateau quelqu'un qui vient des États-Unis, qui est un grand voyageur, qui a bénéficié d'une bourse australienne pour mener ses études, qui a travaillé au Mali, en France, aux États-Unis, 3 ans en Guyane. Il est Hmong. Et c'est en venant en Guyane qu'il a découvert la communauté Hmong de Guyane. Bonsoir, bienvenue Choli. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, oui. J'ai presque envie de dire quel bon vent vous ramène. Le vent du colloque. Oui, je suis venu pour un colloque. Je ne suis pas juste un étudiant assidu. Je suis enseignant de Hmong aux États-Unis, la langue Hmong et un peu la culture. On n'enseigne jamais la langue sans la culture. Donc vous êtes linguiste à la Je base. suis linguiste à la base. Oui. Oui. Et comment avez-vous bénéficié d'une bourse des Australiens? Comment ça s'est passé? J'ai entendu dire qu'ils donnaient 2 bourses par an aux Français. Et en fait, une partie de ma thèse devait se dérouler en Australie. Et donc, j'ai postulé. J'étais un des 2 choisis. Eh bien, c'est formidable parce que vous êtes revenu pour travailler ensuite, pour poursuivre vos travaux en Guyane. Et pendant 3 ans, vous avez travaillé en collaboration avec l'Université de Guyane. Oui. J'étais ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. C'était bien, mais ma copine était américaine, Hmong des États-Unis. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Voilà, exactement. Nous y reviendrons et nous comprendrons comment parfois des chemins se dessinent, des destins s'accomplissent, parce que, eh bien, il faut parfois aussi savoir écouter son cœur. Notre deuxième invité, c'est Yann Le Goff. Bonsoir, bienvenue Yann. Bonsoir. Yann également a une histoire particulière avec la Guyane. Il débarque un soir en Guyane et il laisse derrière lui des parents qui n'ont pas toujours compris pourquoi il allait dans cet endroit, cette espèce d'enfer vert, avec toute la réputation qui précédait la Guyane. Et pourtant, il y vient. Pourquoi Yann, cette décision de venir finalement en Guyane? Alors moi j'ai connu la Guyane par hasard, c'était en 1998, parce que je finissais mes études de médecine sur Bordeaux et je voulais faire mon internat dans un département d'outre-mer, mais je ne savais pas où. Et je me souviens très bien où, lorsque j'ai présenté mon dossier à la faculté de médecine de Bordeaux, la secrétaire à qui j'ai donné le dossier, je lui ai dit je ne sais pas où aller, elle m'a dit allez-y en Guyane. Et je suis arrivé effectivement en octobre 98 ici.
J'ai découvert l'hôpital de la Madeleine, je travaillais en réanimation chez le docteur Hulin. Et j'ai fait une partie de mon internat. Et pendant l'internat, c'est ce que je vais raconter ou ce que je raconte dans Dans mon votre livre. livre, Un jour de vie. Un jour de vie, ouais, puisque je raconte un jour de ma vie en Guyane qui n'était pas tout à fait programmé ce jour-là, tel qu'il s'est passé, puisque j'ai eu un très grave accident. Je le raconte dans le livre. Je raconte aussi ô combien la Guyane s'était mobilisée pendant cet accident. Et puis surtout, je raconte aussi ce que je vais développer. On en parle peu. En plus, cette année, c'est important au niveau des départements d'outre-mer, au niveau de la métropole. C'est une année des maladies mentales. Et moi, Et je donc, parle le du syndrome post-traumatique. post-traumatique. Ben, nous y reviendrons, mais ce qu'il n'a pas encore dit, et je pense que ça va intéresser notre ami Teji, qui est notre troisième invité ce soir. Mais auparavant, je vous propose d'écouter un extrait qui va un peu vous donner une idée de ce que développe musicalement Teji, parce que c'est un artiste guyanais. Je prends toutes mes responsabilités en disant que c'est l'une des voix qui porte en Guyane, l'une des voix les plus affirmées, matures, et c'est quelqu'un qui porte un engagement pour la culture guyanaise, mais qui est d'un éclectisme sans faille. C'est-à-dire qu'il est ouvert sur le monde, tout comme la Guyane l'est dans sa réalité. Il a touché toutes sortes de styles musicaux. Il a touché au gospel, à la musique actuelle, à la musique traditionnelle. Il y a toujours, je parlais au début d'Entre-là, il y a toujours ces allées et venues dans sa culture. Et je vous propose d'écouter un extrait de son œuvre, un hommage, on va dire ça, à ceux qui un jour ont répondu à l'appel pressant de l'urgence de la nation. Ce sont des soldats qui sont venus des Antilles, de la Guyane, et qui sont partis. On les appelait le bataillon créole pour aller rejoindre la bataille contre les nazis. contre les nazis. Ah, oui. Voilà, donc, et lui, il nous a sorti ce titre-là, ça s'appelle le Bataillon créole. Je vous fais écouter un extrait et je vous expliquerai pourquoi je tenais à vous faire écouter cet extrait. Écoutez ça. Courage, courage, au revoir, mon calé. L'armée, mon calé, mon pas, ça fait si mon que t'es viré. Si autres content mon frère pour moi, si autres chéri moi, ça pour moi, l'armée. Si autres content mon agneau pour moi. L'armée, mon calé, mon pas, ça fait si mon que t'es viré. L'aide, la la la, l'aide, la 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 la, l'aide, la la la, force et courage. Vamos les bouiller, vamos les bouiller, vamos les bouiller, vamos les bouiller, vamos les bouiller. Vamos les bouiller, vamos les bouiller, vamos les bouiller, vamos les bouiller, vamos les bouiller. Teji avec Bataillon créole, c'est bien sûr un montage histoire de montrer un peu les ambiances qui évoluent tout au long de ce morceau avec une base de l'érole, avec une modernité extraordinaire, ça vous prend aux tripes. Vraiment, bravo et félicitations pour ce travail qui est fait sur les musiques traditionnelles, mais dans une approche très actuelle. Et là, on faisait allusion au Bataillon créole, comme on parle plus souvent, vous avez sans doute entendu parler des tirailleurs sénégalais. Qui faisaient partie aussi de ces bataillons créoles. Et donc, à quelle occasion ce titre-là a été pensé pour rendre cet hommage-là au Bataillon créole? C'était la période où j'étais encore en France, quoi. Et donc, c'est parti d'un climat social à partir du moment où il y avait des attentats à Paris. Et on s'est senti à un moment donné très oppressé, le climat social était très oppressant. Et je me dis, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que nous, les générations, n'ont pas connu la guerre, mais il y a un climat à un moment donné comme ça d'insécurité, tout le monde se regardait un peu de travers et ça m'a renvoyé à cette image. Je me dis, mais putain,
on va devoir reprendre les armes ou quoi là? C'est quoi cette histoire? Et puis du coup, ça m'a renvoyé à cette histoire. Et bon, j'ai profité de cette émotion-là pour rendre hommage à ceux qui étaient là avant nous, qui ont pris les armes, eux, par contre, effectivement, pour chasser les nazis et autres, quoi. Et donc, c'est ouais, comme tu parlais d'entre-là, c'est parti d'un sentiment, d'un climat social de ce moment-là, avec les attentats, etc. Puis donc, j'ai bifurqué, ça m'a ramené à ça, quoi. Donc, Bien. Eh bien, on va rester dans les entre-là, parce que justement, ce que Yann n'a pas dit tout à l'heure, c'est que à la base, il est médecin militaire. d'accord. Et à la base, Voilà. il est intéressé par il y a cet appel du service au sein de l'armée française. Et donc, je parlais d'un voyageur, d'un grand voyageur qui est Choli. Et il faut dire que pour ces raisons-là aussi, Yann Le Goff est un grand voyageur. Vous avez eu l'occasion d'aller sur de nombreux fronts avec l'armée française. Oui, j'ai eu la chance déjà de faire mes études au sein du service de santé des armées. C'était à l'école de santé navale à Bordeaux. Et puis après, je suis resté 30 ans comme médecin urgentiste dans l'armée. Effectivement, je fais beaucoup de missions, que ce soit l'Afrique ou le Moyen-Orient. Et puis, ces chansons, ça parle. On sait parce que dans les écoles, quand vous rentrez à 18 ans, on nous parle beaucoup de mémoire. Et ça, c'est très important. Et le bataillon créole ou les Sénégalais, on en a tous entendu parler. En tout cas, nous, on entendait parler dès on arrivait à 18 ans à l'école. Et l'histoire était très, très, très importante. Et les traditions dans notre formation. Après, il y avait la formation médicale, militaire, mais il y avait une base qui était très importante dans cette école où on nous enseignait, c'était souvent nos anciens en fait qui nous enseignaient cette histoire. Et tous ces gens-là, pour moi, ça parle beaucoup. Ouais. Voilà, donc il y a une phrase qui peut sembler bateau qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Et quand on regarde un peu comment bouge la planète en ce moment, on se rend bien compte que finalement, les militaires, quand ils sont préparés, eh bien, c'est le meilleur gage que nous puissions avoir pour garantir la paix. Et nous reviendrons tout à l'heure sur ce parcours de militaire, mais également sur une mésaventure qui finalement a eu des répercussions dans la vie d'un homme qui pourtant a choisi d'être au service des autres. Mais comment, en se mettant au service des autres, on peut se négliger au point d'être quasiment dans un déni avant d'accepter de se faire soigner. Donc, Choli, je reviens vers vous et nous allons parler de grandir avec le vivant. Et ça, quand on est en Guyane, ça fait sens. Flore et faune dans les rites de passage, sous la direction de Sébastien Chaplon et de Jocelyn Lachance. Cet ouvrage est apparu en Guyane il y a 4-5 mois à peu près. Et de nombreux auteurs ont participé à décrire un peu dans les rites et rituels qu'on retrouve dans les différentes communautés guyanaises, comment on transmettait, comment on respectait et ce que représentaient ces rituels ici en Guyane. Vous êtes, je l'ai dit, Hmong d'origine, et vous nous parlez par exemple, du rituel du mariage, mais également on découvre à travers vos écrits l'importance des esprits dans votre culture et dans vos croyances également. Et globalement, on peut se dire que chez les Hmong, il y a peut-être, on va dire, 3 tiers, un tiers on va dire de catholiques pratiquants, un tiers de protestants et un tiers d'animistes. Et vous nous livrez le point de vue animiste parce que vous-même, vous avez vécu plutôt de ce point de vue-là, chez les animistes. Oui, j'ai vécu que de ce point de vue-là. D'accord. Oui. Et ce que vous traduisez par rapport au sacrifice des animaux dans les rituels chez vous, qui sont liés forcément à la purification et aux esprits. On peut compter combien d'esprits dans un corps chez les Hmong? Ah, ça c'est une question piège parce que personne ne sait vraiment. Certains disent 7, d'autres disent 32. Moi, je ne sais pas. Mais j'ai demandé aux anciens et beaucoup me disent 32. Parce que quand on appelle les esprits pour venir occuper le corps d'un bébé, on en appelle 32. Donc, alors, ce qu'il faut préciser, c'est que par exemple, quand on est Hmong et animiste, quand on laisse passer un certain nombre de jours, 3 jours. 3 jours. Et au bout des 3 jours, on considère que si l'enfant
est toujours en vie, Oui. à ce moment-là, le corps peut être habité par des esprits. Oui. Et à ce moment-là, ça donne lieu à une cérémonie particulière. Oui, c'est le sacrifice de 5 poulets, 4 poules et minimum un coq. Il peut y avoir 2 ou 3 coqs, mais minimum un. Pour les coqs, il y en a 2 qui servent à remercier les parents dans la vie antérieure. Donc on leur sacrifie un couple, un coq et une poule. Ensuite on sacrifie un autre coq et une autre poule pour le bébé, pour appeler les esprits du bébé, et une dernière volaille pour nourrir les esprits. Alors, on se rend compte dans ce que vous nous transmettez qu'il y a une manière de respecter la vie animale. C'est-à-dire que autant il y a une dimension sacrificielle, cette dimension sacrificielle, elle correspond à des croyances et on prépare ces offrandes, mais on prépare également les jeunes garçons et les jeunes femmes à approcher ces événements-là, cette ritualisation. Oui. Tout au long de la vie, les enfants, dès le plus jeune âge, vivent ces sacrifices. Ma fille, à 1 an, elle m'a vu sacrifier un poulet. Et tout au long de sa vie, elle va me voir sacrifier des poulets, des cochons, etc. Et qu'est-ce qu'on vous a appris? C'est-à-dire que dans l'enseignement, dans la transmission, qu'est-ce que les aînés vous ont appris dans la façon de traiter les animaux pour les sacrifices? Il faut toujours les remercier. On ne les tue pas pour leur faire du mal, en fait. Même juste pour les manger, si on tue une poule juste pour la manger, il faut la respecter parce qu'elle nous donne sa viande. Et à cause de ça, mes parents m'ont toujours appris à respecter le vivant. La poule, on la tue pour une raison, pour la manger, ou pour la sacrifier, pour une cérémonie, etc. Et comme je dis dans l'article, j'ai appris à remercier la poule de son sacrifice. J'ai appris à même le vivant dans les livres, ce n'est pas que les animaux. Nous, on utilise beaucoup d'animaux, donc je parle beaucoup des animaux sacrifiés, mais même les plantes, en fait. Quand je cueille une feuille, quand je cueille une plante médicinale, etc., ma mère m'a appris à respecter la plante et à la remercier et à lui dire, voilà, je te cueille, je te fais du mal, mais c'est pour me soigner moi, etc. On retrouve également ça, Teji, dans la culture créole. Par exemple, si le soir, on doit aller cueillir un citron dans un citronnier, demander la permission ou parler aux plantes, ce sont des choses qu'on retrouve. Oui, on retrouve, et puis c'est un rapport au vivant, un rapport à la nature. Bon, le soir, c'est vrai qu'on évite généralement de réveiller la plante, sauf si vraiment il y a un besoin urgent. Mais sinon, effectivement, il y a un rapport, effectivement, un dialogue qui s'installe avec la plante et lui parle, effectivement, oui, bien sûr. Dans le cadre, par exemple, de la chanson L'Aromobati, parce que je prendrais toujours des références où on passe en revue un peu toutes ces plantes, Voilà, des plantes médicinales, etc., qui s'y trouvent. Là aussi, on pose le doigt sur des survivances de pratiques ancestrales. Tout à fait, de médecine traditionnelle. Et qu'on gagnerait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent un petit peu sur cet aspect-là, à réactualiser, puis à mettre aussi un petit peu plus au service du grand public, même dans les hôpitaux. Je sais qu'il y a des antennes qui c'est possible de développer, en tout cas la médecine traditionnelle, au sein même de l'hôpital. Donc les mots ont des points communs avec les créoles. Les créoles. Ah ben voilà. Alors moi j'ai une question tout de même. Quand vous nous dites que ma fille, j'ai fait un sacrifice de poulet pour ma fille. Je vous imagine vivant aux États-Unis, vous êtes du côté de la Californie,
vous sacrifiez parce que vous habitez à la campagne, vous habitez dans un Non, milieu non, même urbain. pas milieu urbain. En milieu urbain. Alors, donc, comment vous faites vous procurez cette poule? Parce que autant ici sur le marché, ok, on va trouver des poules sur pied, on est, disons, dans une vie proche de la ville, de la campagne. Mais quand Oui. on arrive en milieu urbain, comment on s'organise pour respecter Ah. ces traditions? Mais en fait, tout autour de nous, il y a plein de Mexicains qui aiment élever des poulets. Et, et du coup, en fait, c'est très facile de trouver. Il suffit d'aller sur Internet, eBay, et taper poules à vendre. Et il y a plein de petits fermiers tout alentour qui en vendent, en fait. Et donc, c'est très facile de trouver. Alors, Cholet, moi j'ai une question très personnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde vit à l'heure de TikTok, déconnecté des valeurs traditionnelles, habituelles, des rites, des rituels, etc. Même s'il y a des rites qui sont des rites urbains, des rites modernes. Euh, Comment vous percevez cet apport dans le vécu, dans le quotidien de ceux qui ont la possibilité de passer par ces rituels? Par exemple, votre fille, Ah. qu'est-ce que ça va lui apporter de pouvoir bénéficier de ces rituels que vous avez vous-même connus? C'est pour vous que vous le faites ou c'est pour elle? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un héritage que vous transmettez ou est-ce que vous vous donnez bonne conscience en disant j'ai appris, je suis convaincu de quelque chose et je le fais parce que je dois le faire? Moi, je suis dans une posture où c'est plus j'ai appris, je le fais parce que j'ai appris à le faire. Euh, je me sens incapable de transmettre les traditions à mes enfants. Je vais essayer, hein. Je vais essayer, mais moi, j'aime bien expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que je fais tel geste? Pourquoi est-ce que je fais telle cérémonie? Et en fait, si on me demande, bah, en fait, je ne sais pas expliquer ça. Je le fais, mais c'est très dur d'expliquer. Surtout que les anciens, quand je leur demande, la plupart du temps, ils ne savent pas m'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ceci ou cela. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que parmi les 32 esprits, il y en a sûrement un qui sait pourquoi vous le faites. Si vous ne le savez pas, il y a sans doute un des 32 qui le sait. Non, ce que je voulais dire Teddy par rapport là, c'est lié un petit peu à la réincarnation, c'est ça? Oui. Et par rapport au nom, par exemple, comme vous faites des petits rituels, au nom de l'enfant qui est donné, c'est lié aussi à la réincarnation d'un ancêtre, ou je sais pas comment, sur quelle base peut-être vous nommez par exemple l'enfant ou... Non, l'enfant, pour les garçons, on essaie toujours de choisir un nom qui a une bonne signification. Ouais, pour les filles aussi, en fait. Mais si ce n'est pas un nom symbolique, on essaie toujours de lui donner le nom d'un ancêtre D'accord. qu'on considère glorieux, Ok. glorieux dans la famille. Alors c'est ce qui expliquerait que finalement on a l'impression que presque tous les monks ont à peu près le même nom. C'est-à-dire qu'on Ouais, a c'est l'impression ça. qu'il y a deux, trois branches, et les Siong, les Chas, etc. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, on retrouve une lignée. C'est pourquoi? Parce que vous vivez plus en clan. Comment ça se passe? Non, on ne vit pas en clan, mais on dépend du clan. Ah. Je l'avais expliqué, mais il y a 10 ans, quand j'étais venu pour une autre conférence de l'association des psychologues guyanais, et ils m'avaient demandé de leur parler de la famille. Et je leur avais expliqué que les familles Hmong dépendent des clans. Et quand il y a un problème avec un autre Hmong et qu'on n'arrive pas à le résoudre, on appelle son clan, qui contactera l'autre clan pour dire, bah voilà, il y a tel problème, il faut qu'on le résolve. Et l'autre clan va appeler leurs membres pour lui dire, bah voilà, il se passe ça, il faut absolument que tu agisses pour résoudre ce problème. Et le clan va obliger la personne à agir, parce que ces personnes dépendent de son clan. En fait, il y a un ethnologue ou anthropologue qui s'appelle Le Moine, mais pas le Moine qu'on a vu ce matin, qui a dit que les Hmong sont une société acéphale, donc qui n'a pas de leader,
mais avec une organisation clanique très rigoureuse, très organisée. Et c'est vrai que on dépend beaucoup de notre clan. Quand on prend une décision qui pourrait être mauvaise pour le clan nous le fait savoir et nous oblige à changer. Alors, dernier détail, c'est vrai que si on va sur le marché à Cayenne, on a l'impression que les mangues sont très nombreux. En réalité, non. Il y a une petite communauté de mangues ici en Guyane. Oui, entre 2000 et 3000. Oui. Et par exemple, aux États-Unis, il y en a combien à peu près? 400 000. Voilà. Et en Chine? En Chine. Ils sont très nombreux aussi. 5 millions, quelque chose. Vous voyez? En France aussi, ah oui, en donc, France aussi, en France aussi. En France, une forte 40 000. communauté. 40 000. 40 000. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, je vous invite vraiment à... Il faut avoir cet ouvrage. Grandir avec le vivant. Oui. Vous voyez, c'est un petit bout du voile qu'on lève sur des pratiques qui sont autour de nous. On vit les uns à côté des autres, mais parfois, eh bien, il faut trouver les opportunités pour... Parfois, c'est juste l'école qui offre ça, mais c'est tellement limité dans le temps. Mais pour entretenir des relations, savoir comment on procède, comment on vit, comment on perçoit le quotidien. Et merci pour cet éclairage. Donc, trouver des ponts aussi entre nous. Oui, c'est ça. Oui. Des points communs. Surtout que les mangues sont là depuis 77, bientôt 50 ans, l'année prochaine. Et j'ai l'impression que la société créole ne les connaît pas tant que ça, quoi. Et donc, il faut s'ouvrir aux autres. Moi, je souhaite même que ce soit toute la société guyanaise et pas que la société créole, toute la société guyanaise, de quelque point de vue qu'on soit, quoi, qu'il y ait des interpénétrations, des partages. On parlait de plantes. En tout cas, j'ai vécu pendant la période de Covid en Guyane et il y a eu beaucoup d'échanges. Je trouve au niveau des échanges de connaissances de plantes, je trouve que les choses se sont faites quand même. Hein. Alors, ça se fait petit à petit. Voilà. Ouais. Donc, grandir avec le vivant. Si tu apprends à tuer l'animal sans faire le mal, tu seras un homme, mon fils. C'est ça le titre de la publication de Choly. Donc, on y parle des esprits mongs, de l'utilisation des animaux dans la vie des mongs, de la séance de chamanisme mong, l'initiation à la vie d'adulte, l'adaptation au monde occidental, parce que ce sont des problématiques également que l'on rencontre. Hein. Il faut pouvoir résister, s'adapter et puis transmettre. Les attentes des familles, ce que le mariage implique également. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Et la vie de clan est vraiment... merci pour cette contribution. Ouais, c'était une petite référence à Kipling, forcément. Oui, mais on a bien compris, c'est ça. Tu seras un homme, mon fils. Et donc, restez avec nous, parce que là, on va découvrir une expérience presque initiatique à travers un naufrage. Donc, racontez-nous, Yann Le Goff, ce qui s'est passé un soir de 1999, où vous êtes 4, une femme et 3 hommes. Vous prenez une embarcation, vous partez du côté du Grand Connétable, et vous êtes entre fleuve et mer. Finalement, vous vous dites, on va revenir sur le fleuve dans un petit restaurant, puis vous dérivez. Surtout, on ne revient pas. Et puis, vous ne revenez pas parce que votre embarcation chavire. On en parlait tout à l'heure, on disait sortir en mer en janvier en Guyane, c'est pas tout à fait recommandé. C'est ce que nous avions fait en janvier 99, effectivement. Et on va partir avec donc 4 amis, essayer de pêcher, et puis effectivement, il va y avoir une tempête. Alors, il faut revenir en arrière, c'est presque 30 ans en arrière. On n'avait pas Internet, on n'avait pas la météo comme on voulait aujourd'hui, etc. Et c'est plus le même monde, en fait. Et on va même pas faire demi-tour alors que la mer se confond avec le ciel. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bruit. On va continuer et puis le bateau va être pris dans une déferlante. Et on va chavirer, on va rester 26 heures dans l'eau. Et puis, la Guyane va se mobiliser pour nous rechercher. Et puis, très vite, les secours s'arrêtent parce qu'en fait, il fait nuit. Il y a de la pluie, il y a du vent. C'est impossible de faire des recherches. Et puis, nous, on va rester une nuit en mer. Accrochés les uns aux autres sur ce bateau qui est malgré tout
à l'envers, mais qui va pas couler, qui va sûrement nous sauver. Mais qui va dériver quand même et Il va vous emmener dériver vers la jusqu'à- mangrove du côté de Kourou. Voilà, c'est Où, ça. où là, vous découvrez un autre danger qui menace, ce sont les troncs qui arrivent de partout et qui... Au matin du lendemain du naufrage, effectivement, on a dérivé et on arrive à Kourou, dans cette mangrove, mais c'est toujours la tempête. Toute la nuit, il y a la tempête. Et effectivement, en dérivant, on arrive, je me souviens très bien, beaucoup de troncs, ça devient très dangereux. Donc, on décide d'abandonner notre bateau. On l'attache malgré tout à un tronc. Et on se dit, si des quelqu'un secours le passent trouve, par là. ils vont se dire, il y a au moins un survivant. Et c'est ce qui va se passer. Ensuite, on va marcher dans la mangrove. On va trouver escalader les racines de palétuvier Là. jusqu'à ce que vous arriviez dans un abatis. Et là, on va se poser. Et puis, on sait qu'on est sauvé, mais épuisé. Moi, pendant ce naufrage, je vais me noyer. Un ami va me sauver. Et puis, effectivement, ce qui va se passer, c'est que les recherches vont être arrêtées. Et l'hélicoptère de l'armée de l'air doit rentrer. Et donc, il suit la côte et il voit un bateau. Il se met en stationnaire. Il voit qu'il y a ce bateau qui est attaché. Donc, il dit il y a un survivant. Et ils vont se chercher dans la mangrove. Et puis, ils vont tomber sur la bâtie où nous sommes. Et puis, ils se posent. Et puis, on embarque. Et puis, moi, je vais être hospitalisé dans le service où je travaillais comme interne, en Voilà, service et de réanimation. Les autres rentrent chez eux, mais vous, Moi, je reste- à cause de... La En noyade. fait, quand vous dites que Ouais, vous de la vous êtes noyade. noyé, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que les gens ne comprennent pas forcément que vous puissiez dire « je me suis noyé, mais je suis vivant ». Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Quand vous êtes dans une mer qui est... c'est difficile de décrire, mais il faut s'imaginer du bruit, de la pluie, il fait noir, je vous dis, le ciel se confond avec la mer. Les creux, un marin vous parlerait de creux, il y a peut-être 1 mètre 50, 2 mètres de creux, donc c'est énorme. Et en fait, quand le bateau est retourné par cette vague, on est tous les 4 éjectés. Le bateau est loin et là, vous avez un réflexe de survie, c'est d'aller au bateau. Mais en fait, avec le vent, la mer, des fois vous arrivez, le bateau recule, il revient, enfin bref, c'est long et vous vous épuisez. Et moi, c'est une dernière vague qui va me faire couler, mais je vais jamais pouvoir remonter. Et là, je me noie parce que j'avale de l'eau. Et la noyade, c'est d'avaler de l'eau qui va dans les poumons. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui va me sauver, c'est un des amis qui va me remonter et me mettre sur ce bateau. Je me souviens d'être épuisé et je ne sais même pas si je me dis je suis sauvé. On était loin encore d'être sauvé parce qu'on était très loin de la côte. Ouais. Bien. Alors, donc, vous vous retrouvez ensuite à hospitaliser, mais ce que vous ne nous dites pas, mais qu'on va découvrir dans le livre de toute évidence, c'est que à cette occasion-là, quand vous dites « je me suis noyé », vous êtes passé de vie à trépas réellement, parce que vous avez vécu, sans le savoir, ce qu'on appelle la NDE. Les Anglais disent Near Death Experience, donc la mort imminente. C'est ça? Alors, moi, je vais vivre ce moment, mais en fait, c'est que le livre, ça a été pour moi une thérapie. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelque chose qui changeait en moi. J'étais sensibilisé au syndrome post-traumatique parce que dans l'armée, on nous l'enseignait. Et lorsque je vais être hospitalisé à Cayenne, je vais rentrer où j'étais en colocation avec d'autres amis. Mais très vite, en fait, le soir même, je suis réhospitalisé pour une crise d'angoisse majeure. Parce que vous entendez la pluie qui tombait, qui fait rage sur le toit. Et donc, ça réveille des vieux démons, en fait. Voilà, ça réveille des vieux démons. Et puis, là, je vais savoir que je vais avoir besoin d'aide dans la suite de ma vie, en fait. Et effectivement, donc, je reviens où je vais commencer à écrire en me disant l'écriture va m'aider. Et un jour, effectivement, sur une page blanche, je raconte cette lumière blanche
qui va m'attirer alors que je suis en train de couler. J'espère que je le décris bien dans le livre où il y a beaucoup de bruit, etc., etc. Et cette lumière va m'attirer et c'est le silence Le complet. silence. Comme si je flottais vers quelque chose. Je ne peux pas vous dire vers quoi, mais en tout cas, je n'avais jamais, mais vraiment jamais entendu parler. Je sais pas moi, quand j'écris ça, j'ai 27 ou 28 ans. Et puis un jour, une émission à la télé, on en parle et des gens le décrivent. Et en fait, ils utilisent les mêmes termes que moi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est très bizarre cette description. Il n'y a pas que moi. Puis après, j'ai rencontré des gens qui l'ont vécu. Et puis, mais c'est un moment très particulier, et très singulier, et puis en même temps très personnel, parce que moi, je vis un syndrome post-traumatique au quotidien. Et cette lumière reste malgré tout un moment paisible et où je peux effectivement des fois me recueillir et me poser un petit peu. Alors, qu'est-ce qui explique, parce que vous le dites dans votre récit, parce que c'est un récit, vous vous livrez en fait au départ, C'est intime, ouais. c'est pas prévu, une publication n'est pas prévue, vous vous livrez en fait, vous vous libérez de ce qui vous travaille, et on découvre que finalement, vous vous rendez compte que vous avez toujours été animé par de vieux démons, qu'il y a peut-être une force du mal, c'est comme ça que vous l'interprétez. Pourquoi? Et puis pourquoi, après avoir tutoyé de si près la mort, vous, vous êtes dans un rapport étrange. Il y a un balancier. Tantôt vous avez envie de mourir, tantôt vous vous raccrochez. Comment vous expliquez ça? Le syndrome post-traumatique, je pense qu'il est singulier et puis chacun le vit un petit peu différemment, mais il y a des points communs. Le point commun, déjà, c'est qu'on a tous été en contact avec la mort. La sienne, celle d'un ami ou d'avoir vu la mort dans un accident. Enfin, il y a toujours un point commun. Un autre point commun, c'est que on en parle peu. Ça nous appartient, on n'ose pas en parler. Et puis, faut savoir que on parle de blessure. C'est une vraie blessure, c'est-à-dire que c'est comme une blessure traumatique, mais c'est une blessure du cerveau qui fait que, en fait, vous ne fonctionnez pas comme tout le monde, mais cette blessure se voit pas. Donc, vous osez pas trop en parler au début, vous le gardez. Et puis, moi, j'en parlais pas au début parce que à chaque fois, c'était trop compliqué de revenir sur ce qui s'était passé. Mais je peux pas dire que je comprenais très très bien ce qui m'arrivait parce que c'était comme si quelqu'un vous surveillait en permanence et qui, lorsque vous alliez mieux, je le décris dans le livre, bah, cette chose revenait et vous, bah, vous enveloppait et vous disait bah, je suis toujours là et aujourd'hui tu vas vivre comme ça, c'est-à-dire dans tes angoisses et dans ta peur. Et en fait, ce qui va me sauver, ce qui va beaucoup beaucoup m'aider, c'est que en 2021, je décide de revenir en Guyane et je décide de re-rencontrer les gens avec qui j'ai l'accident. Et à partir de là, en fait, cette présence, en fait, qui était tout le temps près de moi, bah, va disparaître. Et, et en fait, la Guyane, qui, comme je dis, m'a en même temps tout pris, bah, depuis 2021, j'y reviens tout le temps. M'a tant donné que je ne me vois pas aller ailleurs pour travailler quand je ne suis pas en France. Eh bien, pour faire la liaison avec ce qu'évoquait tout à l'heure notre ami Choli, dans la culture des Bushinyanké, on parle de Mami Wata, par exemple. Mami Wata, Maman Dilo. Mami Wata en Afrique. Je reviens de voyage au Bénin et je vois une belle plage, je vois la mer. Je dis, mais pourquoi personne ne se baigne, en fait? Et c'est dimanche et tout le monde est sur la plage, mais personne à l'eau. Et ensuite, moi, je pose la question, mais personne ne donne une réponse crédible ni valable. Ensuite, j'ai un entretien avec un artiste béninois, danseur de son état, qui me raconte que son rapport à l'eau. Voilà. Et qui m'explique que on ne va pas
à la mer si on n'a rien à y faire. En fait, si je suis pêcheur, j'y vais. Mais si je suis pas pêcheur, en fait, les histoires de plaisance, les loisirs dans l'eau, etc., il y a une forte croyance qui consiste à dire je n'ai rien à faire dans l'eau. Et donc, quelque part, même quand on ignore ces esprits ou ces codes, il se peut que parfois des esprits soient liés à ces événements traumatiques que l'on traverse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Choli. Bah oui, dans notre religion, il y a des esprits un peu partout. Il ne faut pas leur faire de mal, sinon ils nous font du mal. Donc je comprends tout à fait qu'ils ne veuillent pas aller se baigner pour déranger les esprits qui sont dans la mer. Après, par rapport à ce que vous dites, je me demande si... parce que la mort imminente, la lumière blanche, j'en ai entendu parler, mais j'en ai toujours entendu parler par des Occidentaux. Je me demande si dans d'autres religions, ils en parlent aussi. Est-ce qu'ils ont déjà vu la lumière blanche ou est-ce que c'est parce que les Occidentaux, il y a Dieu vêtu de blanc, etc. Donc, lumière blanche. Enfin, moi, ce qui était étonnant, c'était que ce que j'ai écrit, moi, je me souviens très bien, c'était au début de ma carrière. Moi, j'étais médecin de marine et on partait très longtemps en mer. Et c'était le tout début. Je me souviens, je venais d'acheter mon premier ordinateur portable. Les nuits ou les soirées, des fois, étaient longues. J'avais commencé à écrire. Et cette histoire de lumière blanche, franchement, moi, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Et je l'ai écrit comme ça. Et je l'ai découvert longtemps après. Hein, en fait, plus que de l'écrire, vous faites l'exercice qui consiste à décrire ce que vous avez vécu. Ouais, parce qu'en fait, quand vous dites je l'ai écrit comme ça, vous étiez en train de relater ce que vous aviez vécu. Oui. En conséquent, vous faisiez, sans avoir de référentiel au préalable, état de ce que vous aviez vécu. Oui, tout à fait. Donc, après, moi, je l'ai découvert. J'ai découvert après. Je savais pas. Je me souviens très bien parce que cette émission m'avait beaucoup ému. Parce que je me dis, mais en fait, ces gens-là que je connais pas ont écrit également cela avec souvent les mêmes termes. Et alors, c'est pour ça qu'au début, moi, ce qui est devenu un livre ne devait pas être un livre. C'est des mots lancés sur des pages blanches pour essayer d'aller mieux, pour essayer de construire quelque chose ou de se reconstruire. Je ne dis pas que j'ai réussi avec. J'ai eu beaucoup d'aide malgré tout derrière. Mais au début, franchement, je me suis dit, est-ce que je laisse cette histoire de lumière blanche ou pas ? Et puis en fait, quand j'avais eu cette émission, je me suis dit, mais en fait, t'es pas tout seul. Et est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Est-ce que ça s'explique scientifiquement ? Est-ce que ça s'explique pas ? Est-ce que c'est des croyances ? Je peux pas vous dire. Je l'ai juste vécu. Et en réalité, tout n'a pas besoin d'être expliqué. Je veux dire, quand on écoute Choli et qu'on entend ses convictions, son désir de transmettre ce qu'il a reçu, il n'a pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Il le fait parce qu'il est intimement convaincu d'être dans une c'est pour ça aussi démarche personnelle. C'est pour ça aussi que, comme je dis, moi, la Guyane, elle m'a tout pris et puis elle m'a tant donné. Et en fait, c'est ce que j'aime, moi, en Guyane. C'est que je travaille dans beaucoup de communes. Ces jours-ci, je suis à Irakubo. Hier, j'étais à Javoué. Et la population Hmong, je la fréquente. Mais je fréquente d'autres populations. Et en fait, c'est que toutes les populations, je trouve, en Guyane, il y a des croyances. Et tout le monde, enfin moi je trouve, hein, je viens de métropole, mais en tout cas, ce que j'aime, c'est ces croyances et qu'elles sont respectées. J'ai vu un petit bébé Hmong, si j'avais su tout ça, parce que j'étais pas au courant, j'aurais demandé aux parents, mais j'en verrai sûrement d'autres. Mais par contre, est-ce qu'on peut en parler librement, c'est-à-dire de leur demander s'il y a eu les sacrifices, est-ce que... Ah oui, je pense que c'est pas quelque chose qu'on cache. C'est pas tabou. Non. Non, mais ça dépend aussi du choix qu'ils ont pu faire. S'il y en a qui sont plus dans la religion, ou plus dans leur culte traditionnel. Comme il disait au début de l'émission, il y a un tiers de Hmong, voilà. animistes, donc il faut savoir à qui on de- s'adresse, comment. oui. quoi. un tiers de catholiques, un tiers de protestants. Alors, il faut tomber sur la bonne famille. Non, mais Alors, moi, je relève que
Yann vient de Bretagne. C'est bien ça? Dans Bretagne, ouais. Et en Bretagne, il y a la forêt de Brocéliande. Brocéliande. Et donc, qui dit Brocéliande dit les contes. Les contes, les légendes, les mystères, etc. Les druides. Je vous propose de creuser là un léon pour aller à la rencontre de Teji. Et je pense que lui-même, il avait déjà prétracé ce léon pour conclure sur l'histoire que nous raconte Yann Le Goff dans Un jour de vie. Assou chemin la vie. Le chemin de la vie est pavé de mystères. On écoute un extrait et on donne la parole à Teji tout de suite. Et toute cette tristesse, que toute cette tribulation, nous chaque life pour vivre, à chemin la vie. Que la foi m'a avancé, parce que les rivés, sans rien dérivé, les rivés, sans dériver. À sa café, mo tchembe, à sa café, si moka, continue marcher. Ouais. Parce que nous chacun mission pour nous tremper, nous chacun chemin qui bon Dieu béni, mon Dieu béni. Redi que Dieu battait, des mots plus forts, j'en de la grémessie. À passer nous qu'à passer, à sushi mais la vie, oui. À passer nous qu'à passer, marcher divan pour nous aller. À sushi mais la vie. À sushi mais la vie, à sushi mais la vie. À passer nous qu'à passer, marcher divan pour nous aller. Teji avec Assou chemin la vie. Là, c'est. Tu vas nous chercher les titres particuliers aujourd'hui, là. Ben oui, je vais chercher ce qui correspond à notre propos, parce que finalement, c'est un parcours initiatique. Finalement, on tombe, on se relève, on apprend, Exactement. on La recommence. Vie, la vie, le vivant. C'est le vivant, c'est ça. Et donc, dans le cas de Teji, c'est un artiste guyanais qui a vécu loin de ses bases, loin de son pays, donc dans l'Hexagone, qui avait des habitudes et des pratiques artistiques qui correspondent à un monde un peu plus urbanisé, avec de grandes conurbations, des espaces plus larges, mais qui un jour, sans l'appel du pays, le désir de rentrer chez lui, le désir de revenir. Quand on revient, il faut encore se refaire sa place. Oui. Il faut un petit temps pour ça, effectivement. Oui. Bon, c'est vrai que j'étais en région parisienne, Paris, plus précisément, pardon, mais j'ai jamais été vraiment trop loin de la Guyane. Dans le cœur. Mais en plus, avec des allers-retours. Des allers-retours réguliers. Voilà, donc, ce qui fait que j'ai toujours gardé le lien, par contre. Mais à un certain moment, effectivement, j'ai eu le déclic de dire, bon, ben, il faut que je rentre. Et que je me rapproche aussi un petit peu plus, parce que bon, on peut être en lien, mais c'est pas comme si on était sur place, se réancrer, se réapproprier les choses, et voilà, re-rentrer vraiment dans le non-non, comme on dit, en créole. Et donc voilà, c'est eu le petit déclic, comme j'ai souvent dit dans les interviews, les événements de 2017 déjà, et puis après les événements quand je parle tout à l'heure du Covid, ont fait voilà, basculer un peu, accélérer un petit peu les choses, quoi. Alors, voilà. On le sait, quand on est auteur-compositeur, on est un raconteur d'histoire, de toute évidence. Il faut écrire, c'est un exercice synthétisant, il faut synthétiser. 3-4 minutes. Quand on fait la pub, forcément, c'est un petit film, il faut dire très vite avec des choses efficaces. Donc, cet exercice qui se fait en chanson, eh bien, un beau jour, un beau matin, qu'est-ce qui se passe dans les neurones pour se dire... et si je m'adressais maintenant aux enfants de manière exclusive en allant, attention, quand je dis de manière exclusive, c'est-à-dire en mode direct, parce que en chacun de nous sommeille un enfant, on est bien d'accord. Les contes, les histoires, on est toujours prêt à les écouter à condition qu'on ait un bon narrateur. Donc l'idée, c'est à quel moment ça se passe, le déclic, c'est quoi pour publier Scorpion et Crapaud, donc l'histoire de Scorpion et Crapaud, et de pénétrer dans un univers qui a ses codes également, l'univers du conte. Tout à fait. Comment ça se passe, Teji ? Bon, c'est particulier parce qu'en fait, j'ai mené des projets d'éducation artistique et culturelle au sein des écoles en travaillant sur le conte, sur les contes, sur différentes thématiques. Pas que, mais entre autres, oui, j'ai pu créer des contes. Mais j'étais pas moi en avant en tant que conteur, je mettais les enfants en scène.
Je mettais les enfants en scène au travers de la musique, au travers de la narration, au travers du décor à monter. Enfin, voilà, il y a tout un tas de rôles à distribuer, de personnages, de costumes, enfin bref. Et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Donc j'avais quand même quelques codes du conte. Après, je peux dire aussi que j'ai croisé un grand conteur de Guyane qui s'appelle Franck Compère, qui est aussi enseignant. Donc on s'est croisé en milieu scolaire où il a pu voir que je travaillais sur les contes. On a échangé. Moi qui suis aussi musicien, j'ai pu aussi, on va dire, j'ai découvert, redécouvert, les réveiller, toutes les chansons qui sont liées au conte. Donc ça m'a, musicalement en tout cas, interpellé. J'ai voulu harmoniser, proposer aussi aux enfants ces fameuses chansons. Et puis de fil en aiguille, bon bref, voilà, récemment, juste pour le fun, j'ai sorti un embryon de Escorpion et Crapaud sur Internet. C'était pour la période de la Toussaint où on raconte des contes, mais j'ai sorti ça sur les réseaux juste pour plaisanter un peu. Et puis finalement, quelques personnes ont réagi, dont à un moment donné, monsieur Gustavo Fongchois, avec qui j'ai coécrit. Donc lui, il me dit, mais ton histoire là, ça m'intéresse vraiment, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Et la façon dont tu la racontes et tout ça, j'ai dit, ah bon? Mais moi, c'était juste pour le délire, quoi. Puis lui, il m'a dit, non, mais je te propose, essayons de faire quelque chose avec. Donc du coup, de fil en aiguille, je me suis prêté au jeu. Et puis, c'est un petit peu, voilà, lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, je parlais de Franck Compère aussi, avec qui j'avais fait un petit travail aussi pour mieux comprendre aussi les codes du conte créole guyanais. Et puis, voilà, donc maintenant, voilà, j'ai sorti le projet avec Gustavo Fongchois. Et puis, le conte, le livret fait son chemin. Et puis, finalement... Il faut préciser que c'est un livret créole français. Voilà, donc, bilingue. Voilà. Bilingue. Et qui comprend également un cahier de coloriage, voilà, la lecture, des jeux également. Il y a aussi un QR code qui permet d'entendre aussi, pour ceux qui sont moins familiarisés avec la langue créole, d'entendre la narration avec un habillage sonore. Donc, par le biais de ce QR code, on peut m'entendre craquer l'histoire, comme on dit, raconter l'histoire. Oui. Et donc, voilà, c'était principalement destiné au départ. On l'avait sorti en décembre de l'année dernière. Donc, c'était principalement pour des fêtes pour les familles. Et puis, finalement, après... Ça s'est étendu au milieu scolaire, les écoles réagissent petit à petit. Et puis finalement, c'était un ouvrage que j'ai destiné moi aux enseignants, mais finalement petit à petit, on me sollicite en tant que conteur pour venir raconter l'histoire. D'accord. Donc c'était pas nécessairement quelque chose de voulu, mais je me retrouve voilà à incarner. Alors tout doucement parler de rite de passage, parce que moi effectivement, en tant que chanteur, je suis habitué à chanter devant un public, c'est quelque chose. Mais l'image, en tout cas, l'image que j'ai du conteur, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est autre chose, quoi. C'est un autre univers. C'est un passeur entre beaucoup plus de monde, bien que l'artiste soit aussi une forme de passeur. Mais je trouve que le conteur, c'est encore une autre dimension. Et je me retrouve un petit peu à essayer d'incarner ça tout doucement. C'est un nouveau chemin. Il faut déjà avoir un certain niveau pour percevoir ces différents espaces sacrés, parce que finalement... C'est parce que artistiquement, il y a déjà une démarche aboutie, avec une sensibilité qui fait que au moment d'y aller, on n'a pas envie de profaner. On a envie de bien faire les choses dans les codes, dans les règles de l'art. Voilà. D'où l'importance de la transmission, Jolie. Parce que si on n'a pas les codes, on peut pas. Je crois que c'est ce matin que j'ai entendu dans une intervention que les anciens, en fait, ils ont cette propension à ne pas forcément encourager ceux qui apprennent de manière moderne, quoi, en fait. Il y a, on va dire, une filière de la transmission qui, quand elle n'est pas respectée, crée un peu de réticence chez les anciens, ceux qui valident. Oui, c'est vrai. J'ai un cousin, par exemple, qui a appris à jouer le quin, qui est l'instrument de musique symbolique dans la culture hmong. C'est quoi le quin, ça? Quin. Quin, c'est une corde, c'est à peau. C'est une orgue à bouche. Ah, orgue à bouche, d'accord. Oui. Et en fait, le quin, quand on en joue, on s'exprime en fait par les notes. En fait, les notes expriment des mots. Et ce cousin-là ne parle pas le hmong, mais il a appris à jouer. Et c'est un instrument dont on joue. C'est très important parce que on en joue pour les funérailles. D'accord. Et donc lui, il est devenu maître quin
sans parler Hmong. Musicalement, Et- il est rentré dedans par la musique, quoi. Oui, oui. D'accord. Et il a mémorisé Intéressant. la musique, les différents chants, et il en joue. Mais il ne sait pas ce qu'il joue. Il ne sait pas dire ce qu'il dit avec l'instrument. Et les anciens, Il le dit en musique, quoi, en fait, Ouais. simplement. D'accord. et les anciens Intéressant. rigolent de lui. Oui. Les anciens lui disent Celui qui Ouais, ne il- comprend pas ce qu'il Oui. dit n'est Oui. pas crédible. oui, il n'est pas crédible. Et Mais quand il joue, c'est que ça correspond au code, quand même, par contre. ça correspond à ce qu'on lui a appris à jouer. Ah, ok. Oui, donc il joue parfaitement ce qu'on lui a appris à jouer, Voilà. mais il ne parlant pas Hmong, D'accord, d'accord. il ne sait pas. Et L'expliquer. une des fonctions du maître Keng, c'est d'expliquer à la famille du défunt ce qu'il a joué. Ah, Et donc là, ça- il est Voilà, il coincé, lui manque là. un Oui, maillon, voilà, un voilà. maillon Mais ça, important. s'il le dit en français, il va pouvoir leur dire. Mais on attend de lui qu'il Le le dise dise en en Hmong. Hmong. Bien sûr. Voilà. ouais. Ouais, ouais. Ben, il a du pain sur la planche, on va dire ça Ouais, comme ouais. ça. tout comme Teddy, parce que justement, c'est une belle expérience finalement, parce que c'est aussi ne pas avoir peur de recommencer en fait. C'est Ouais, ça fait partie, que tu parlais de rhizome, d'ouverture, ça fait partie de mon ouverture. Et comment dire, oui, ça fait partie de cette volonté aussi de me rapprocher de la culture du pays, de rentrer, de pas me cloisonner surtout. Voilà, c'est un artiste, mais qui n'est pas cloisonné. À partir du moment où ça répond de l'autre côté et à quelque chose, ben, je me lance, quoi. Voilà. Et c'est plutôt une belle expérience. Après, je vais voir en fonction en faisant, parce que je suis principalement chanteur, auteur-compositeur. un Là, faiseur, c'est un faiseur, un faiseur, voilà. faiseur, parce qu'il y a beaucoup de diseurs et peu de faiseurs. C'est un vrai faiseur, parce que j'ai une grande admiration pour cette détermination, c'est-à-dire que parfois les moyens sont limités, mais on n'a pas de pétrole. Hein, c'est ce qu'on nous a Mais dit. on a Ou la alors, créativité, si les peu. idées. Ou pourquoi aller aller le chercher, le pétrole. Mais en tout cas, peu importe, c'est de donner la possibilité aux idées de prendre forme et puis d'être diffusées, parce que c'est Tout la à fait. diffusion qui Tout à fait fait. la différence. Tout à fait, finalement. tout à fait. Et donc, non, c'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau passage. Et puis on verra après, c'est peut-être aussi le public qui, à force, me reverra un retour. Je me dirais, bon voilà, il y a peut-être encore... bon, déjà, j'ai sorti le premier, on me demande un deuxième, donc c'est qu'il y a déjà un accueil favorable. Mais voilà, moi en tout cas, je disais que je faisais la différence entre chanteur et conteur, et que je pense qu'il faut venir aussi de cette tradition-là, parce que ça se transmet effectivement peut-être des fois de père en fils ou de famille en famille. Mais en tout cas, ça fait partie de quelque chose que j'essaye de moi de me reconnecter, me réapproprier avec ma propre personnalité. Et puis, non, c'est une très belle expérience pour le moment. Puis on verra où ça mène. Après, je vais de toutes les façons pas tarder à reprendre les chemins du studio. La musique, je vais reprendre la musique. Voilà, mais ça, c'est ce qui m'occupe en ce moment. Et puis, c'est plutôt une bonne expérience, quoi. Eh bien, prochain rendez-vous avec Teji en chair et en os. Il y a un festival qui se prépare là. Oui, il y a le 27 avec une 27. réunion d'auteurs là, jeunes et moins jeunes. Mais effectivement, c'est dans l'espace Jean-Martial. Là, ça sera le 27 toute la journée. Et avec une réunion d'auteurs, donc Lise Hubert, Gustavo Fonchois, donc justement Isabelle Famaro, on parlait de Mireille Osakwa Badami, oui. voilà, on parle de Christelle Johnny, enfin il y a tout un tas de regroupements d'auteurs. La qui vont semaine présenter. prochaine, je vais consacrer un volet à ce rendez-vous. Ah ben En voilà, tout cas, parfait. Teji y sera. Ouais, ouais. Et bon vent. Et Alors puis- pour et puis- présenter le livret, puis aussi craquer l'histoire, parce que le livret, c'est une version courte, très très courte, donc j'ai développé moi, par contre en live la version courte l'histoire. en musique. Voilà, en musique avec un peu de chant, tambour, beaucoup plus de réveillé, et puis développer l'histoire, faire participer le public. Et puis il y a peut-être un côté aussi post-traumatique avec le crapaud qui se fait soigner par le Par le docteur sang- Fay, le docteur Fay, et puis qui finalement s'en sort. Enfin bon, voilà. Mais c'est intéressant, quoi. Eh bien, sans jeu de mots, je vous dirais que le compteur tourne. Ben voilà. Et donc, je vais vous rappeler donc, que ce livre, je vous le recommande chaudement. C'est un récit de vie, un jour de vie. Yann Le Goff, à découvrir absolument, parce que il y a une forme d'humilité quand on se met au service des autres. Et c'est ce que j'ai retenu en lisant ce récit. C'est qu'il y a un proverbe créole qui dit « Docte pakadjiri koyo ». En tout cas, chez moi, en Martinique, on dit ça. « Docte pakadjiri koyo ». Et c'est Jeanne Mona qui chantait ça pour expliquer que finalement, c'est un sacerdoce quand on devient médecin.
on est au service des autres pour les soigner, etc. Au point que quand on est soi-même atteint, il peut survenir un déni qui fait qu'on ne pense pas être prioritaire pour les soins. C'est un peu voilà, c'est ça, ce qui lui est arrivé. Là, oui. Mais en tout cas, il va beaucoup mieux et c'est tant mieux. Et nous avons donc Grandir avec le vivant, à découvrir absolument ce travail réalisé, un travail choral, on va dire, avec sous la direction de Sébastien Chapelan et Jocelyn Lachance, Grandir avec le vivant. Et Choli est venu nous parler de sa contribution. Il nous a fait un petit éclairage sur la communauté Hmong en Guyane. Merci beaucoup, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci à vous. Et puis pourquoi pas, revenez, comme ça va vous réserver un accueil de rockstar à l'amphithéâtre de l'Université de Guyane. Et vous pourrez envoyer des photos à votre femme pour lui dire que... et puis la copie de cette émission pour dire, regardez comment on a été accueillis ici en Guyane. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous ce moment dans Périscope. Et je termine toujours en disant, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres, et puis allez tous vous faire aimer. Yes. On termine avec un titre qui en dit long sur mes intentions vous concernant. Eh bien, c'est avec Teji qui dit « Bel temps pour arriver, après la pluie, le beau temps ». L'orage passé, bel temps pour arriver, l'orage passé, soleil pour virer, oh, étendez. Rien pas molle, non, non, rien pas molle. Il pas molle pour tout le monde. C'est la vérité, bon pour méditer. Là, nous chaque jour battre pour monter. En tête montagne, là, nous arriver là-haut. La victoire encore plus belle. Doti monter, qu'est-ce tempo, li ou arriver, joue claro. Doti monter, au tempo, li ou arriver, joue claro. Joue claro, joue claro, joue claro. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvais virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à capaille. Oh, oh, oh.